chaque année, des milliers de personnes disparaissent dans les parcs nationaux à travers le monde. Certains ne sont jamais revus. D'autres, heureusement, sont retrouvés sains et saufs quelques heures après leur disparition. Mais si on se fie au phénomène Missing 411, les circonstances dans lesquelles certaines personnes ont été retrouvées laissent beaucoup plus de questions que de réponses. C'est exactement le genre de cas que je vais vous présenter aujourd'hui, où les circonstances et les événements qui se sont produits du moment où les enfants ont disparu jusqu'au moment où ils ont été retrouvés laissent beaucoup plus de questionnements, surtout aux chercheurs et aux autorités, que de réponses, à savoir, que s'est-il vraiment passé lorsqu'ils étaient perdus? Nous sommes le 26 octobre 1929 à 6 km au nord-est de Hanover, dans l'État de Pennsylvanie, où se situe la ferme des Markline. C'est un endroit reculé et extrêmement rural. Cette journée en particulier, la mère McLean doit s'absenter pour le travail. Elle laisse donc son plus vieux garçon s'occuper des enfants seul à la maison. Ce n'était pas la première fois que le plus vieux des garçons, Luther, s'occupait de ses jeunes frères et sœurs. Et toutes les fois que ça s'était produit, tout s'était super bien passé. Donc, la mère faisait confiance à son plus vieux et est donc partie. Une fois qu'il était parti, Luther a amené ses petits frères et ses petites sœurs dans la cour arrière pour ramasser les feuilles qui étaient tombées, étant donné que nous étions en automne. C'est ici que notre protagoniste apparaît, c'est-à-dire Geraldine Markline, la petite sœur de Luther, qui a seulement 2 ans à l'époque. Luther va amener sa petite sœur sous un arbre et lui demander de jouer là calmement sans bouger, ce que Géraldine fait. Les autres enfants vont continuer de ramasser les feuilles et Luther, lui, va garder un œil sur sa petite sœur. À un moment donné, Luther se dit que Géraldine doit avoir faim. Il va donc entrer dans la ferme pour aller y chercher de la nourriture. Il va rester à l'intérieur quelques minutes à peine, et lorsqu'il va ressortir, il va s'apercevoir que sa petite sœur a disparu. Luther, loin de paniquer, puisque sa petite sœur de 2 ans peut à peine marcher, donc encore moins courir, va rassembler les autres enfants et va se mettre à la recherche de Géraldine. Mais après quelques instants de recherche, ils s'aperçoivent que Géraldine n'est nulle part en vue. C'est quand même étrange, puisque Géraldine, comme j'ai mentionné, ne peut pas courir et se déplace très lentement. Ils vont se poser la question où elle peut être. Ils peuvent le voir quand même assez loin sur la ferme et ils ne l'aperçoivent pas. Ils vont continuer les recherches jusqu'au retour de la mère de Luther. Vous voyez, nous avons ici un exemple typique de Missing 411 où la personne qui disparaît le fait à proximité de ses proches qui se trouvaient à quelques mètres seulement. Bien évidemment, Mme Markline va contacter les autorités. Et cette journée-là, du moins pour l'après-midi et le restant de la soirée, il va y avoir au moins une 12aine de personnes qui vont chercher Géraldine. Mais la nuit va arriver assez rapidement et aucune trace de Géraldine ne sera trouvée cette journée-là. Le lendemain matin, le support de la police locale aide grandement les recherches. Plus de 1000 personnes vont chercher Géraldine. Beaucoup d'entre eux vont croire que Géraldine va probablement être retrouvée dans un des nombreux lacs ou rivières qui se situent près de la ferme. Le père de Géraldine, lui, croit qu'il y a eu un enlèvement. Et c'est tout à fait logique d'arriver à cette conclusion puisque Géraldine ne se déplace pas rapidement et c'est un enfant de 2 ans. Donc 1000 personnes et plus devraient déjà l'avoir retrouvée. Malheureusement, même s'il y avait plus de 1000 personnes qui cherchaient Géraldine, la journée fut infructueuse et aucune trace, aucune empreinte de Géraldine ne fut trouvée. Au courant de la 3e journée de recherche, soit le lundi 28 octobre 1929, alors que des chercheurs exploraient les Pigeon Mountains qui se situent environ à 3 km de la résidence des McLean, eh bien, ils ont retrouvé la petite Géraldine McLean. Chose très surprenante, la petite fille est en excellent état.
On ne croirait jamais qu'elle a passé 3 jours et 2 nuits seule dans les bois, sans nourriture ni eau et avec des températures qui sont inférieures à 0 degré Celsius. Mis à part quelques égratignures, Géraldine va être en excellente condition physique. Elle ne semble même pas être déshydratée. Chose à noter, il va lui manquer son chapeau, son manteau, un bas collant et une chaussure, qui ne seront jamais retrouvés, malgré qu'il y a eu plus de 1000 personnes qui ont cherché dans les environs. Ces objets ne seront jamais retrouvés. Et comment Géraldine a-t-elle fait pour survivre la nuit sans manteau ni chapeau? Comment a-t-elle fait pour se déplacer s'il lui manquait une chaussure? Et de plus, Géraldine ne se déplaçait pas vraiment, elle marchait à peine. Comment s'est-elle retrouvée sur une montagne à près de 3 kilomètres de la ferme de ses parents? Bien évidemment, Géraldine sera incapable d'expliquer aux autorités ou à ses parents où elle se situait lors des 3 journées où elle avait disparu. Je me demande, est-ce que vous croyez que Géraldine a réussi d'elle-même à esquiver plus de 1000 personnes qui la cherchaient pendant 3 jours, à escalader une montagne, à passer 3 jours et 2 nuits sans nourriture ni eau et avec des températures qui sont inférieures à 0 degré, avec le peu de vêtements qu'elle avait? Ou est-ce que vous croyez que Géraldine a eu de l'aide de quelqu'un ou de quelque chose pour se rendre sur cette montagne? Nous sommes le 9 avril 1952. Keith Parkins, alors âgé de 2 ans, ainsi que sa famille viennent visiter leur grand-père qui possède un ranch près de la ville de Ritter, en Oregon. Keith et ses 2 grands frères jouaient à l'extérieur sur le ranch. C'était une journée froide d'avril, il y avait un peu de neige au sol. Keith et ses 2 frères avaient entendu dire qu'une des vaches avait eu un petit veau. Ceux-ci voulaient aller le voir. Ils se sont donc dirigés vers la grange où se situait le veau en question. Vers l'heure du déjeuner, la mère des 3 frères les appelle pour que ceux-ci rentrent manger. Le seul problème, c'est que c'est seulement les 2 grands frères de Keith qui se présentent à la ferme. La mère inquiète demande aux grands frères « Mais où est Keith? » Ils vont répondre que Keith a décidé de retourner à la grange lorsque celle-ci les a appelés. Elle va donc demander aux 2 grands frères de retourner à la grange chercher Keith. Les 2 frères s'exécutent, retournent à la grange, mais n'arrivent pas à trouver Keith. Ils vont donc retourner vers la ferme et ils vont dire la nouvelle à leur mère qui, elle, se précipite à l'extérieur et fait elle aussi le tour de la grange, regarde à l'intérieur, mais ne trouve pas Keith non plus. C'est là qu'elle va se mettre à paniquer. Elle va retourner à la ferme voir si Keith ne serait pas retourné de lui-même, mais non, Keith reste introuvable. La mère de Keith va alerter Alan, le père de Keith, et les autres adultes qui se trouvent à l'intérieur de la ferme. Ceux-ci vont se dépêcher et vont faire le tour, eux aussi, de la grange, mais ne trouveront rien. Ils vont vite se rendre compte qu'ils sont dépassés par les événements. Ils vont donc décider de contacter les autorités pour avoir de l'aide afin de retrouver Keith. Les choses vont se mettre en branle et vers 2 heures de l'après-midi, plus de 200 chercheurs vont tenter de retrouver Keith avec l'aide de la famille. Au coucher du soleil, un des 200 volontaires qui aident à la recherche de Keith fait une découverte assez inusitée. Il découvre des petites empreintes au sol. Ces empreintes semblent bel et bien appartenir à Keith. Le seul problème, c'est qu'elles sont à plus de 8 km du ranch, ce qui semble être impossible pour un jeune enfant de 2 ans d'avoir parcouru plus de 8 km en si peu de temps. De plus, la température elle est exécrable. Il pleut, il neige, il vente, il fait froid. Les chercheurs sont vraiment incommodés par la température. Donc, ils se disent que Keith doit être incommodé encore plus, étant donné qu'il porte seulement un petit manteau de printemps.
Alors, ils trouvent ça très étonnant, mais ils vont quand même décider de suivre les empreintes qui vont finalement s'effacer à cause de la température. Ils vont tout de même poursuivre leurs recherches dans cette direction. Les recherches pour retrouver Keith se poursuivent toute la nuit, malgré le fait que la température va descendre bien au-delà du point de congélation. Vers 6h40 le lendemain matin, un homme aperçoit un petit corps gelé au sol. Il crie et tente d'attirer l'attention. Le père de Keith, qui se trouve environ à 200 mètres de là, s'empresse d'arriver et voit son fils au sol gelé. Celui-ci le prend dans ses bras et s'aperçoit qu'il est toujours vivant, mais sa peau est congelée et il est complètement bleu. Le père de Keith va l'enrouler dans une serviette et va se mettre à courir jusqu'au ranch. Keith a été découvert à plus de 19 km de l'endroit où il avait disparu. Le petit manteau de printemps ainsi que le chapeau de Keith ont été retrouvés quelques mètres plus loin. Le plus intriguant dans toute cette histoire-là, c'est comment Keith a fait pour parcourir 19 km du point où il a disparu au point où il a été retrouvé. Et ça, c'est 19 km à vol d'oiseau. Donc, Keith a parcouru environ 25 km. Surtout que le terrain était extrêmement accidenté. Il s'est déplacé la nuit et en 19 heures seulement, il aurait parcouru 25 km dans des conditions météorologiques exécrables, des températures qui descendaient bien au-delà du point de congélation. Dans une nuit avec une visibilité quasi nulle, un jeune enfant est vraiment capable de faire ça en 19 heures. Même à l'époque, les gens n'y croyaient pas. Ce qui s'est passé, c'est tout simplement extraordinaire. Le cas que vous venez d'entendre fait partie du premier documentaire de David Paulides, Missing 411 The Movie. C'est un des 4 cas présentés dans le documentaire. Chose intéressante, ils ont demandé à Les Stroud, un des grands aventuriers des temps modernes, plus connu sous le nom de Survivorman, et c'était le nom de son émission, où en fait il était envoyé dans un endroit très reculé en forêt et il devait y survivre plusieurs jours, voire quelquefois plusieurs semaines. C'est quelqu'un qui connaît très bien la nature, les terrains dangereux, et il connaît aussi des situations similaires à ce que Keith a rencontré, c'est-à-dire lors de ses expéditions où il pouvait rencontrer des températures qui allaient bien au-delà du point de congélation, de la pluie, de la grêle, de la neige, des terrains rocailleux, des terrains extrêmement accidentés. Ils ont demandé à Les de recréer le chemin que Keith aurait emprunté, c'est-à-dire les 19 km à vol d'oiseau, donc 25 km à pied. Les a tenté l'expérience et même dans des conditions optimales, il n'a pas été capable de recréer le chemin que Keith aurait emprunté en 19 heures. Il a même dit que c'était impossible pour un jeune enfant de 2 ans d'avoir parcouru autant de kilomètres dans des conditions complètement exécrables en 19 heures. Impossible. Pendant que Alan ramenait son fils au ranch, les autorités, elles, se dépêchaient à amener un pilote de fortune pour qu'il puisse accompagner Keith à l'aéroport. Une fois à l'aéroport, les autorités ont amené Keith à l'hôpital. Et à l'hôpital, Keith a fait un rétablissement complet. Il s'est complètement rétabli et très rapidement, à la surprise des médecins, de sa mésaventure. Ils ont découvert que ses pantalons étaient complètement écorchés. Lui aussi avait subi quelques blessures, quelques égratignures. Et la seule chose que Keith va raconter sur sa mésaventure, c'est que dans la grange, il a vu un chat et le chat l'aurait égratigné. Probablement ce qui lui aurait fait peur. Certaines personnes ne croient pas à cette théorie. Ils croiraient plutôt que c'est un lion de montagne qui aurait capturé Keith et qui l'aurait amené sur les 19 km. Mais très peu de gens croient à cette histoire. Bref, Keith, à ce jour, ne se souvient pas de ce qui s'est passé pendant les 19 heures où il a disparu. Mais moi, je vous demande, est-ce que vous croyez réellement que Keith s'est déplacé seul pendant 19 km en moins de 19 heures? A-t-il été accompagné par quelqu'un ou quelque chose?
Est-ce que la théorie du lion de montagne fait du sens? Personnellement, non. Mais vous, qu'est-ce que vous croyez? Le 16 août 1937, à 8 km de Bennington, dans le Vermont, notre histoire se produit dans le Bennington Triangle. Pour ceux qui ne connaissent pas, eh bien, c'est un endroit très connu du phénomène Missing 411 où plusieurs personnes ont disparu de façon étrange. J'en parle dans une de mes vidéos, je parle du cas de Carl Eric qui a disparu de façon étrange et lorsqu'il a été retrouvé, il était décédé et ses os étaient broyés par une force inconnue. C'était un endroit extrêmement rural où les voisins les plus près étaient à 10 minutes aller-retour en voiture. Cette journée-là, Madame Baker, qui est la mère de notre protagoniste, c'est-à-dire Alice Lauren Baker, une petite fille de 20 mois, décide d'aller chercher quelque chose chez les voisins. Elle laisse donc Alice seule dans le chalet. Je sais que ça semble être une décision complètement irrationnelle et irréfléchie, mais à cette époque, en 1937, les gens étaient différents. Il y avait beaucoup moins de crimes. Les gens se faisaient confiance. De plus, c'était un endroit extrêmement rural où il n'y avait pratiquement aucun passant et les premiers voisins étaient au moins à 10 minutes aller-retour en voiture. Les animaux ne pouvant pas non plus entrer dans le chalet, Mme Baker croyait que Alice était en sécurité. Donc, Mme Baker va se diriger chez les voisins et revient à peine 10 minutes plus tard. Elle entre dans le chalet et, malheur, Alice a disparu. Mme Baker va faire le tour du chalet et les environs. Elle va appeler sa petite fille Alice, mais Alice ne répondra pas. Elle va donc retourner chez les voisins, demander de l'aide et en plus, elle va demander aux voisins qu'ils contactent les autorités. Les autorités vont faire vite. Ils vont chercher Alice pendant 2 jours complets, mais ne trouveront aucune trace d'Alice. Le shérif local va se poser de sérieuses questions, à savoir, est-ce que Alice est réellement perdue dans les bois? Parce qu'un enfant de 20 mois qui peut à peine marcher ne peut pas se déplacer très loin. Alors il va croire qu'il y a eu enlèvement et encore une fois, c'est très logique d'arriver à cette conclusion. Le 3e jour, les autorités font finalement venir des chiens pisteurs. Mais malgré le fait qu'on leur a donné une odeur très récente d'Alice, ceux-ci ne trouveront absolument aucune trace d'Alice. Au 4e jour des recherches et n'ayant toujours rien trouvé, le shérif, lui, va croire que Alice, si elle est bel et bien dans la forêt, eh bien qu'elle est décédée malheureusement. Parce que malgré que notre histoire se passe en août, au Vermont, les nuits sont très fraîches et quelquefois, elles vont sous la barre du 0 degré Celsius. Donc, si Alice était encore dans les bois, elle était habillée de façon légère, elle serait probablement décédée. Le 5e jour des recherches, soit le 20 août 1937, des chercheurs qui se trouvent sur un sentier très peu fréquenté retrouvent finalement la jeune Alice. Ils vont entendre quelque chose se plaindre. Ils vont fouiller dans un buisson qui est très épais. Et à l'intérieur du buisson, au sol, ils vont trouver Alice assise par terre. Alice va être assise sur ses vêtements. Elle est donc nue. Ils vont la trouver, ils vont la prendre et ils vont évidemment la ramener. Alice se porte super bien pour un enfant qui a passé 5 jours en forêt. Bien évidemment, les gens ne sont pas idiots. Ils vont croire que c'est presque impossible qu'un enfant de 20 mois puisse survivre 5 jours en forêt, sans nourriture, sans eau, et surtout avec des vêtements très légers lors des nuits très froides du Vermont. Certaines personnes vont croire que c'est un miracle. D'autres ne croiront tout simplement pas à la thèse qu'elle était dans les bois. Moi, je vous demande, est-ce que vous croyez qu'Alice était dans les bois? Et si elle n'était pas dans les bois, où était-elle et avec qui? Il n'y a personne dans des kilomètres à la ronde. Et Alice avait aucun dommage physique, quelques égratignures seulement. Donc, qu'est-ce qu'une personne aurait à faire avec un enfant de 20 mois pendant 5 jours? Très intriguant.
Est-ce que vous croyez encore une fois que Alice s'est déplacée d'elle-même et qu'elle a disparu pendant 5 jours en évitant les chercheurs et les animaux sauvages? Ou est-ce que vous croyez qu'Alice a eu de l'aide de quelqu'un? Ou encore une fois, de quelque chose? Voilà, j'espère que vous avez aimé les 3 cas de Missing 411 que je vous ai présentés aujourd'hui. Merci à tous ceux qui se sont rendus jusqu'à la fin, c'est très apprécié. Maintenant, je vous souhaite une excellente journée, peu importe où vous êtes dans le monde, et je vous dis à la prochaine.